Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous avons la joie et j'irais même jusqu'à dire l'honneur de recevoir parmi nous Lorenzo Cifonelli qui, selon moi, fait partie des tout meilleurs maîtres tailleurs au monde. Donc, Lorenzo, bonjour. Bonjour Hugo. Bienvenue chez nous, en Bourgogne. Merci de me recevoir. Oui, alors Lorenzo et moi, c'est une longue histoire qui remonte à 2006, si mes souvenirs sont bons. Je pense avoir eu mon premier costume fait chez toi en 2007. Est-ce que tu te souviens de quel costume il s'agissait ? Bien sûr, un costume gris, un bouton. Exactement. Revers Neuchâtel. Ouais. Alors, c'est étonnant parce qu'un garçon comme Lorenzo qui doit avoir fait depuis je ne sais pas combien de milliers, des milliers et des milliers de costumes en grande mesure, il a une mémoire d'éléphant phénoménale. Je suis toujours très très impressionné. Et alors, est-ce que ça fait partie des attributs d'un maître tailleur ? Est-ce que pour bien faire ton métier, il faut avoir une grosse mémoire ? Forcément, c'est vraiment la seule chose importante, c'est d'avoir une grande mémoire parce que sinon on ne peut pas être tailleur sans mémoire. Sans mémoire, ouais. Non, ouais. Tu dois te souvenir de la morphologie de tes clients. Exactement, de la morphologie, des mesures, des habitudes. Et c'est vraiment la clé du succès pour un tailleur, c'est pas l'intelligence, c'est la mémoire. Oui, ouais, tu es très humble avec toi-même. C'est aussi, je pense, une certaine vision du style et aussi un certain goût du style. On va y revenir en détail, mais moi, je suis toujours très étonné parce qu'en plus, ce qui m'étonne, c'est quand Lorenzo, je viens le voir, bon, on se connaît depuis un bon moment maintenant, j'ai fait beaucoup de costumes avec lui, mais tout de même, quand il met un coup de craie sur une retouche qu'il a à faire ou un ajustement sur un essayage, etc., je suis toujours en train de me dire intérieurement, mais comment il fait ce gars-là ? Parce qu'il ne prend pas de notes, il met un coup de craie, et pour moi, il n'y a rien qui ressemble plus à un coup de craie qu'un autre coup de craie. Donc c'est vraiment, tout est imprimé dans ta mémoire. Hein, Oui, c'est vrai, mais bon, l'âge passe, donc il faut que je fasse attention maintenant, parce que je viens d'avoir 51. Bien. Mais c'est vrai qu'il faut avoir la mémoire, se rappeler les choses, se rappeler des essayages, oui. Et après, ça permet de donner une vision aussi de ce que tu veux faire du client et du vêtement que tu lui fais. Absolument. Alors, on a tous une question qui nous brûle les lèvres. On vient tous de traverser, on sait bien sûr, la maison de Cifonelli, c'est une maison... Alors moi, j'aime pas utiliser le mot iconique parce que tout le monde utilise ça à tort et à travers ou légendaire. Mais enfin, on peut quand même dire que dans le monde de la grande mesure du bespoke, tu fais partie des noms importants, planétairement. Je sais que tu n'aimes pas trop qu'on dise ça, mais moi, on peut le dire avec Sonia. On étudie ce marché, on est sur ce marché. On fait ça toute la journée depuis une quinzaine d'années. Et quand on demande aux gens quel est leur rêve plus tard, chez qui j'aimerais avoir un costume, ton nom arrive bien souvent dans le trio de tête. Donc ceci étant dit, on voudrait savoir comment ça va. Le Covid, ça a frappé de plein fouet à toutes les entreprises du monde du textile, notamment la grande mesure, notamment les tailleurs napolitains qui ont beaucoup de clients à l'étranger, qui ne peuvent plus voyager. Donc juste pour avoir quelques nouvelles, comment ça va chez Cifonelli ? On survit et on travaille, hein, donc j'ai repris comme tout le monde le 11 mai, ouais. J'ai 3/4 de mon atelier avec moi. D'accord. Nous voyageons, alors nous continuons à voyager en Europe, on a fait l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, l'Italie. Oui. Aujourd'hui, mes clients étrangers peuvent me commander des costumes, j'envoie des liasses ou des échantillons de tissus. Voilà. Oui. Voilà. En fait, je revenais juste de New York, juste avant le confinement, je suis arrivé le 10 mars au matin à Paris, donc oui. J'avais vu mes clients juste avant le confinement. Donc en fait, je produis et je travaille pour mes clients européens et je prépare mes futurs voyages aux États-Unis et en Asie, en espérant à la rentrée, septembre-octobre. Voilà. Que ça soit possible de nouveau. Voilà, en espérant ça. Ouais. Alors, juste pour votre information, l'atelier de Cifonelli, donc, qui se trouve rue Marbeuf, alors vraiment, jeté de pierre du Champs-Élysées, à 50 mètres des Champs-Élysées peut-être. Ouais, c'est ça, oui. À peu près. Et peut-être l'un des plus impressionnants au monde, et Dieu sait si Sonia et moi en avons visité beaucoup. Je crois que tu as une trentaine de personnes, 35, 40 presque. Oui, en tout on est 40, un peu, 40. Tout compris, quoi. Ouais. Mais avec, quasiment, c'est ça. Donc, oui, c'est beaucoup de personnes, mais on a beaucoup de costumes à faire, on a beaucoup de clients et j'en suis heureux. Bon, on a fait tout ça ça fait 30 ans que je fais ce métier, on a fait ça pour ça. Hein, donc,
et des clients du monde entier, et on avance comme ça là. Donc il faut du personnel, parce que on peut pas faire des costumes sans personnel. Oui. Et une des choses chez Chiffony, c'est qu'on fait tout à l'intérieur, donc on ne travaille pas avec des gens extérieurs. Oui. Donc car je veux maîtriser mon savoir-faire et mon outil de production. Oui. Et une veste revient 4-5 fois chez moi, donc je la contrôle 4-5 fois, ou je la trace 4-5 fois exactement. Donc je pourrais pas faire ça en donnant mon travail à l'extérieur. Oui. Donc c'est plus de travail, c'est plus de contraintes, mais à la fin, je crois que c'est plus de précision et un meilleur costume. Donc je n'ai jamais choisi de travailler avec facilité. Donc c'est pour ça que là, tout le personnel est là, et il m'en faut beaucoup pour faire les costumes. Je peux en témoigner. J'ai vu Lorenzo, je le vois, on se connaît bien. On peut dire qu'on est amis même depuis de nombreuses années. Je l'ai vu travailler des centaines de fois. J'ai vu toute la magie de la grande mesure, et on va d'ailleurs pour les gens qui découvrent un peu cet univers, parce qu'on a toujours l'impression que quand on parle de ça, on parle à des gens qui connaissent déjà Parisian Gentleman depuis, ou d'autres, ou Permanent Style à Londres, ou d'autres écrivains, ou Bruce Boyer à New York. Et on a l'impression que tout le monde connaît ça par cœur, alors qu'il y a aussi des gens, on le découvre sur YouTube, mais également avec notre nouveau podcast, qui découvrent ce monde. Et donc, on va en profiter. Mais juste pour expliquer, chez Chiffonelli, ça peut paraître démesuré d'avoir 30, 35, 40 personnes qui travaillent dans un atelier, mais enfin, on est quand même sur un atelier de grande mesure, donc tout est strictement fait à la main. Oui. Et donc, c'est ça les Anglais disent time consuming, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, quelle est la durée moyenne pour, comment dire, je parle pas en termes d'essayage, parce que ça peut varier énormément d'une personne à l'autre. J'imagine que quand tu connais bien la morphologie d'un client, ça va beaucoup plus vite pour le deuxième ou troisième costume, s'il ne prend pas de poids, ou s'il ne perd pas de poids. Mais sans ça, on va dire un client normal qui commande un premier costume, c'est toi. En gros, c'est combien d'essayages et c'est combien d'heures de travail à la main, grosso modo? Et en gros, c'est 3 essayages minimum, et c'est 70 à 80 heures de travail selon la complexité de la pièce, selon le nombre de pièces, et surtout s'il y a un gilet, des choses comme ça. Mais voilà, donc c'est ça. Et en fait, que ce soit le premier costume ou le deuxième, troisième, le travail est le même. Donc c'est ça la problématique, c'est que ce que me disait le client, mais vous mettez moins de temps. Après, non, il y a peut-être moins d'essayage, mais en fabrication, la fabrication est la même. Et donc il faut être soigné avec un travail minutieux et beaucoup de contrôle. Donc c'est pour ça qu'il faut du personnel, que ça prend du temps, et c'est un travail vraiment artisanal, et c'est ça qui est beau dans le costume sur mesure. C'est ça qui est magnifique. Et c'est très étrange d'ailleurs, parce que je me souviens... alors ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comme tu peux le savoir. Mais d'abord, avant de rentrer dans cette historique un tout petit peu, parce que je sais que la grande mesure... Alors, on a toujours les problèmes avec les mots, le bespoke, la grande mesure. Mais je sais que la grande mesure tailleur, on pourrait appeler ça la haute couture masculine, parce qu'il s'agit bien de haute couture, littéralement, au sens littéral, masculine. Je pense qu'elle a évolué depuis une quinzaine d'années. Moi, je me souviens avoir des discussions avec toi en 2007, 2008. Alors, je pense que la clientèle a évolué. Il y a une espèce de regain d'intérêt, malgré tout ce qu'on nous raconte sur le fait que le costume est mort, que la cravate est morte, que les gens aiment plus s'habiller. Il se trouve que les grandes maisons comme toi ont plutôt tendance à avoir une excellente évolution, et surtout un élargissement considérable de la clientèle. Est-ce que toi, tu as observé ça réellement? Il y a eu un moment où ça a basculé. Ah oui, mais complètement. Quand j'ai commencé... En 90, je me disais, mais où j'en serais dans 30 ans? Parce que je voyais mes clients, les clients de mon père, voilà, des messieurs d'un certain âge, avec quelques nouveaux clients par an, mais bon, ça ne se renouvelait pas de façon importante. Oui. Et en fait, je me suis complètement trompé. On a 10 fois plus de clients aujourd'hui qu'on avait il y a 30 ans, des clients du monde entier qui sont passionnés, des jeunes, des moins jeunes, mais il y a vraiment une nouvelle culture du tailoring, et des gens qui en savent beaucoup, qui connaissent tous les tailleurs, qui connaissent toutes les coupes, qui connaissent tous les détails, et ça n'existait pas il y a 30 ans. Et en fait, aujourd'hui, je crois que c'est plus compliqué de faire un costume qu'il y a 30 ans même, parce que les gens attendent beaucoup aussi. Et alors qu'avant, on allait chez le tailleur comme on allait, voilà, parce qu'on avait un certain pouvoir d'achat, on aimait bien s'habiller, mais voilà, on n'en voulait pas plus. Aujourd'hui, ils demandent plus que ça. Les jeunes, ils sont très exigeants, ils regardent les finitions, ils regardent la coupe, donc il ne faut pas les décevoir, voilà, parce qu'ils attendent beaucoup. Donc, voilà. Et tu as senti ce basculement, ce retour, parce que
c'est un sujet qui est fondamental aujourd'hui. Oui. Tu sais qu'avec cette crise du Covid, on parle beaucoup du retour à certaines traditions, de relocaliser. Juste pour la petite info, juste un petit point de détail, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. C'est vrai que quand on regarde un atelier de grande mesure tailleur comme l'atelier que possède et dirige Lorenzo avec son cousin Massimo, on peut pas faire mieux en termes de non-trace écologique. C'est-à-dire qu'en gros, comme tout est fait à la main, sur place, hormis peut-être, vous recevez peut-être des tissus, parfois du Japon et parfois d'Italie, mais enfin, et toi, il t'arrive de voyager pour aller voir tes clients. Mais enfin, en termes de fabrication, c'est presque un modèle dans le genre. Ma question, c'est, prenons un tout petit peu le temps maintenant de redéfinir ensemble, parce que tu sais, moi j'adore ce que tu fais, j'adore ce métier, on a beaucoup milité pour la reconnaissance de ce métier-là. Mais Hugo, je voulais te le dire, c'est que tu es une des personnes qui a aidé à développer ce métier. C'est qu'avant, ce métier, on n'en parlait pas, on en parlait très peu. On avait quelques articles dans la presse, au New York Times, au Figaro, une fois tous les 3 ans. Oui. Et grâce à des gens comme toi, et toi particulièrement, voilà, tu as ouvert les portes de ce métier aux gens. Et donc, grâce à vous et grâce à toi, c'est gentil. Voilà, on a vraiment explosé, pas que Tiffany d'ailleurs, le monde tailoring en général, et on vous doit beaucoup. C'est gentil de nous dire ça. Et je le pense profondément. C'est gentil. Alors tu nous dois beaucoup à nous, tu dois beaucoup aussi à Simon Crompton en Angleterre, à The Rake à Singapour et à Londres, tout ça. On est une petite communauté, tu le sais, on se connaît bien tous. Et à Bruce Boyer d'ailleurs aux États-Unis, qui était un peu seul au début, parce que lui parlait de tailoring, même Bernard Rotzel en Allemagne, il parlait de ça il y a longtemps, ils prêchaient un peu dans le désert. Bon, c'est vrai que nous, on a peut-être amené un déclic, voilà. Et surtout, on a peut-être ravivé une passion qui était un peu dormante. Et peut-être on est arrivé aussi au bon moment, parce que les gens, ils avaient peut-être envie justement cette espèce de retour à l'authenticité dans ce monde qui est devenu extrêmement mécanique, extrêmement virtuel, avec l'Internet aujourd'hui, alors c'est le paradoxe. Mais Internet a aidé énormément à nous faire connaître. Exactement. Et il est vrai qu'avant de chiffonner, il y avait les initiés, c'était du bouche à oreille, il y avait c'est comme je disais, quelques articles, mais aujourd'hui, avec un clic, on peut avoir tout sur Chiffonelli, connaître les modèles, tous les articles que tu as pu écrire sur nous, toutes les baisses. Donc en fait, ça nous a vraiment aidé. Alors bizarre qu'on ait un monde un peu ancien, on est le monde de l'artisanat, le monde du 19e siècle, et en fait c'est le nouveau monde qui nous a aidé à continuer à nous développer, parce qu'on voit le nombre de tailleurs qui existent aujourd'hui sur la planète qui n'existaient pas avant, à Naples, en Italie, ou au Japon, ou en Angleterre, ou ailleurs dans des pays Bulgarie. Et d'ailleurs des gens qui font du bon travail. Voilà, et puis parce que Slovaquie même, on avait croisé notre ami Maximilian Muchka, qui est un excellent tailleur, qui est l'ancien costumier de l'Opéra de Vienne. Donc c'est des gens qui savent faire des choses, et effectivement ça a tendance à grandir. Et ça a grandi, ça a permis aussi d'ouvrir, parce qu'en fait le problème du tailleur, c'est qu'il restait souvent dans son atelier à travailler beaucoup, mais il n'avait pas cette ouverture d'esprit, et ça a permis de savoir ce que fait l'autre, comment on peut s'améliorer, comment on peut changer, et ça nous a beaucoup aidé. Vous voyez, cette ouverture. Oui. Voilà. Alors redéfinissons en 2 phrases, qu'est-ce que c'est que la grande mesure? Pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, tout le monde comprend ce que c'est un costume sur mesure, c'est-à-dire en gros c'est un costume qui est fait à tes mesures ou vos mesures, et que tu n'achètes pas en prêt-à-porter, donc il n'est pas prêt à porter dans un magasin. Donc ça, c'est on va dire la définition chapeau. Mais là, après, à l'intérieur de ce qu'on appelle le sur-mesure, comme disait mon grand-père, il y a à boire et à manger, il y en a à peu près, il y a surtout pour toutes les bourses. Et donc voilà, donc est-ce que tu peux nous définir rapidement ce qu'on appelle donc le sommet de la pyramide, qui est la grande mesure tailleur telle qu'elle est faite chez Chiffonelli? Donc le client arrive chez nous, pour la première fois, on va lui prendre une 20 ou 25 mesures en fonction de ce qu'il veut. En inch? En inch, oui, chez Chiffonelli, parce que mon grand-père, en 1910, est parti faire ses études à Londres, et il retournait à Rome après, donc il a gardé la cut anglaise. Et encore aujourd'hui, un siècle plus tard, on travaille encore en inch avec cette base de coupe qu'on a après modifié et mis à notre sauce. Mais donc c'est vrai que, comme tu le sais bien, Chiffonelli est un mariage entre 3 cultures, l'italienne, l'anglaise et la française. Et donc voilà, et donc après on prend les mesures, et après on va créer un patronage spécifique
au client. Oui. Alors un patronage, bien sûr, en fonction des mesures, mais aussi en fonction du style qu'on lui donnait. Donc, et c'est la différence aussi avec la demi-mesure, qui va prendre juste des mesures et va juste faire un costume en fabrication comme un costume prêt à porter. D'accord. Nous, on va créer notre patronage, puis on va créer notre toile, on va faire nos essayages et doucement, le costume va sortir, ou la veste, ou le manteau, ou la jaquette. Et avec, bien sûr, tout dans les règles de l'art, fait à la main pour donner. Et le fait à la main, c'est important, c'est que c'est pas fait à la main et qui ne sert à rien. Le fait à la main, il y a une raison. Oui. Ça va donner une souplesse, ça va donner une forme, ça va donner une ligne. Oui. Parce que le fait à la main, si c'est pour être comme la machine, il n'y aurait pas de raison. Mais là, vraiment, le fait à la main, c'est ça qui est vraiment important. C'est que les gens, parfois, ne comprennent pas. C'est que avoir un revers à la main, c'est un revers qui va rouler. Oui. Avoir une poitrine à la main, c'est une poitrine qui va avoir de la forme. Oui. Donc, voilà. Donc, en fait, tout ça va donner une épaule faite à la main. C'est une épaule qui va aller de l'avant, alors que la machine, on ne peut pas donner ça. Donc, en fait, le fait à la main a une vraie raison. Voilà. Et c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens. Alors moi, j'ai été parmi les premiers, par exemple, à dire que dans le monde de la chemise, moi, j'aime bien l'idée de dire que il y a alors Stéphane Jiménez qui fait des souliers à la main que tu connais, il est à Bordeaux, c'est un mec complètement exceptionnel et il dit toujours la même chose. Il dit il y a des choses, on a pu mécaniser beaucoup de choses dans la vie, ça nous a tous facilité la vie et il y a des choses notamment, moi je sais que sur certains corps de chemise, sur les coutures sur le côté, bon, que ça soit parfois la machine donne quelque chose de plus solide que la main. Mais pour ce qui concerne le costume, donc Jiménez dit lui pour les souliers, c'est qu'il y a quand même des choses que une machine pourra jamais remplacer. Et là, dans la grande mesure tailleur, telle qu'elle devrait être. Moi, je suis un gros consommateur, mais je suis témoin de ça depuis tellement d'années. J'ai bien vu même la complexité du geste pour que la coupe imaginée par toi qui coupe et qui dessine les patronages et après que tes ouvriers ou tes tailleurs traduisent réellement dans une forme en 3D quelque chose qui est à plat, la main est quasiment irremplaçable. Parce que, alors notamment, tu parlais de l'épaule, qui est très célèbre chez Chiffonelli, on va y revenir tout à l'heure. Moi, j'ai vu comment les gens chez toi montaient les épaules, etc. C'est un travail. C'est même pas imaginable qu'un jour une machine puisse donner on peut dire d'ailleurs ce tour de main, littéralement, qui fait que d'un seul coup, ce vêtement, il devient unique. Voilà, donc ça c'est la définition du bespoke. Si je le dis maintenant dans mes mots, c'est un patronage unique. C'est-à-dire que tu ne t'inspires pas. Alors, tu as des coupes, le style Chiffonelli bien sûr, mais sans ça, le patronage est toujours unique. Il est travaillé pour chaque client. Et ensuite, les essayages sont faits pour raffiner et faire en sorte que chaque vêtement qui sort de chez toi, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. En gros. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est ça qui est important. Ouais. Et ça qui est important, c'est que le costume ne ressemble pas à celui du voisin. Et ça, c'est vraiment... Et pour ça que je milite toujours pour ce patronage unique et pour cette ligne unique. Oui. Parce que sinon, on perd la magie. Et ce qu'il faut garder, c'est la magie. Ouais. Et là, on voit bien, on parle beaucoup de ça dans notre monde, mais on voit bien la différence entre le style, donc l'art tailleur, et la mode. Puisque la mode, par définition, c'est qu'à un moment, tu vas ressembler à quelqu'un, puisque par définition, c'est des pièces qui sont faites en grande série, et même d'un point de vue philosophique, les gens qui suivent la mode, ils ont envie de ressembler à ce qui devrait être porté sur à une saison donnée, par exemple, je ne sais pas, c'est orange cette année, vert l'année prochaine, tout ça c'est décidé par quelqu'un d'autre. Et moi je peux en témoigner, puisque le premier costume dont tu parlais tout à l'heure qu'on a fait ensemble en 2007, je le porte encore. Donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire, d'ailleurs, j'ai parlé de ça très récemment avec Sonia dans un podcast qu'on a fait en langue anglaise, où je disais, ok, voilà, mon costume Chiffonelli, mon premier, alors évidemment les prix ont changé depuis, parce que là on parle d'il y a plus de 15 ans, j'ai dû le payer un peu moins de 4 000 €, 3 800 €. Alors j'en dis, oui, c'est de l'argent. Oui, bien sûr, c'est de l'argent. Surtout, moi, j'étais pas quelqu'un de riche, je gagnais bien ma vie, mais j'avais pris la décision, au lieu d'acheter 10 costumes par an, j'en achetais 2. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, ce costume, comme je le porte encore, j'ai fait le calcul. 3 800 € divisé par 12 ans, divisé par, disons que je le porte 20 fois par an, divisé par le nombre, je crois qu'on arrivait à 2,60 € par jour. Ce qui était quand même pas très, très élevé. Non, c'est juste pour expliquer ça, et je sais que on est vraiment d'accord sur ce sujet-là, c'est que la grande mesure, aussi, il y a cette notion de longévité, aussi bien en termes de qualité, mais aussi en termes stylistiques. C'est-à-dire que ce que vous faites survit aux modes. Oui, on essaie bien sûr là alors on n'est pas complètement en dehors du temps, mais on essaie d'éviter de tomber dans les travers de la mode parce que
à un moment donné, on se prend les pieds dans le tapis et on s'y perd. Donc, il faut... Voilà, moi, j'ai la chance de voyager, donc j'ai la chance de savoir ce qui se fait dans le monde. Mais bon, je peux écouter, je peux regarder. Je peux m'inspirer parfois, mais j'essaie quand même de garder ma trajectoire, c'est ça qui est important. Ouais. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que les vêtements faits par Cifonelli sont des vêtements ultra classiques, bien au contraire, et on va y revenir. Lorenzo a fait quelque chose, d'ailleurs, je crois que ça fait une bonne dizaine d'années que tu fais ça, c'est qu'au contraire, tu donnes de l'inspiration, tu vas chercher ton inspiration dans d'autres pays, tu vas chercher ton inspiration en permanence, et je sais que chaque année, tu crées des vestes sport, des vestes qui sont, alors elles, pour le coup, d'un point de vue stylistique, parfois, elles sont toujours extrêmement élégantes évidemment, mais parfois elles sont même un peu audacieuses d'un point de vue stylistique. Donc ça veut dire que, retenez bien ça, si vous nous écoutez ou si vous nous regardez, allez en grande mesure, vous allez avoir un vêtement qui va vous durer très très longtemps, mais qui va aussi avoir, comme on dit chez moi, de la gueule. C'est-à-dire qu'il va avoir une espèce de swing, qui va avoir quelque chose qui peut être complètement moderne. Et c'est ça qui, à mon avis, fait la différence entre ta maison et beaucoup d'autres qui sont quand même restés très traditionnels. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais c'est vrai que ce qui est important, quoi qu'il arrive, c'est que ça swing et que le vêtement soit sexy. Parce que faire à la main, c'est important, c'est bien, mais si à la fin, s'il se passe rien, on a tout perdu. Exactement. Donc, pour moi, que ce soit un costume de boutons classique ou quelque chose, je vais faire un croisé-bas, la revers large, que tu connais bien. Très bien. Que je peux faire. Revers relativement large, j'en ai un, c'est important. Ou des choses avec des poches incroyables que je peux faire. Ce qui est important, c'est que quand le client met son vêtement sur lui, il se passe quelque chose dans ses yeux et, et aussi dans les miens. Sinon, j'ai raté mon coup. Ça peut arriver, hein, mais alors je recommence sinon. Et c'est ça qui est important, parce que sinon, c'est juste un vêtement et il se passe rien. Les clients ont dépensé beaucoup d'argent. Moi, j'ai passé beaucoup de temps et l'alchimie, c'est pas fait. Et donc, ce qui est important, c'est créer le lien entre toi, le client et le vêtement et trouver le bon chemin pour que tout le monde soit satisfait, que ce qui se passe quelque chose et que le client, quand il endosse le vêtement, ils se disent waouh, j'ai quelque chose sur le dos. Voilà. Moi, je m'en rappelle très très bien. La première fois que j'ai porté un costume Cifonelli, que je suis rentré, quand je l'ai porté dans la rue pour la première fois, le wow effect, il existe parce qu'en plus, ce qui est très étrange, c'est que les gens que je croisais, ils se retournaient. Et pourtant, c'était un costume gris, tout simple, rien de particulier, c'est classique, mais il y avait quelque chose qui se passait. Le costume disait quelque chose et les gens ne savaient pas comment, ils ne savaient même pas pourquoi d'ailleurs ils se retournaient. Bon, j'avais déjà un peu les cheveux longs et j'avais une gueule un peu particulière, mais enfin tout de même, je sais que le vêtement m'apportait quelque chose. Bon, après le problème avec toi, Lorenzo, c'est que tout ça devient un tout petit peu addictif. Enfin bon, c'est pas un problème pour toi d'un point de vue business, mais moi je suis devenu complètement accro à ça et c'est presque impossible de faire marche arrière quand tu as commencé à goûter à cette grande mesure et surtout avec toi, ça devient une drogue. Parlons maintenant un tout petit peu de l'histoire de ta famille parce que je sais que ça intéresse des gens. Bon, d'abord, Cifonelli est une entreprise familiale. Lorenzo travaille avec son cousin Massimo. Je crois que tout est coupé par vous, soit par l'un, soit par l'autre. Donc, ça passe toujours dans les mains d'un Cifonelli constamment. Hein, voilà. Raconte-moi donc, créé fin du 19e siècle et avec une figure majeure qui est ton grand-père Arturo, qui est resté dans les annales des gens qui s'intéressent à l'art tailleur comme un très 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 grand nom et peut-être celui qui a donné l'élan international à cette maison. Donc raconte-nous cette histoire. Oui, donc ça a commencé avec mon arrière-grand-père à Rome en 1880. Oui. Ça a continué avec mon grand-père à Rome et à Paris. Il est venu en 1926 à Paris. Arturo. Oui. Il s'est installé 1936 rue Marbeuf, là où on est aujourd'hui encore. D'accord, ouais. Au même endroit, toujours. Au même endroit, ouais, donc ça fait une belle lurette. Ouais. Après, mon père a pris la relève en 1970 à peu près. Adriano, oui. Que tu connais bien. Je connais très bien, oui. Et avec mon cousin, on est rentré dans les années 90 et on a pris vraiment les rênes en 2000, vraiment, où là, on était vraiment les deux seuls coupeurs. Donc ça fait, plus de 20 ans que je suis vraiment le coupeur unique avec mon cousin Massimo de la maison. Avant, il y avait mon oncle, cousin, mon père, on était un peu, voilà. Mais donc là, après, c'est 20 ans qu'on a les rênes. Et c'est un métier fascinant, prenant. Très prenant. Difficile. Très difficile, je sais. Et plus tu avances, plus il est difficile. Oui. Parce que plus tu es exigeant avec toi-même. Bien sûr. Et donc, il faut le faire avec passion. Mm-hmm. Et ne pas compter ses heures aussi. Voilà. Oui, j'en sais quelque chose. Lorenzo est un garçon qui travaille très dur.
Mais bon, ça fait partie des choses de la vie. Nous aussi, nous travaillons très dur. Dès qu'on est dans quelque chose qui nous passionne, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Malheureusement, je pense que c'est une fantaisie. Comment on dit en français ? C'est un fantasme de penser gagner de l'argent de manière extrêmement rapide, surtout dans le genre de métier ou dans le genre de choses qu'on essaye de faire les uns les autres. Donc, Arturo, raconte-nous rapidement, comment se fait-il que ton grand-père donc soit devenu si important dans le monde de l'art tailleur ? Est-ce qu'il a inventé quelque chose de particulier ? Est-ce qu'il a défini un style qui n'existait pas à l'époque ? Parce qu'à l'époque, c'était Savile Row qui avait un peu qui était un peu leader. Il y avait des tailleurs en Italie, bien entendu. Il y avait à Rome, il était vraiment une des deux grandes maisons de Rome. Oui. Et après, il a créé en prenant son style, un peu le style anglais, et il a créé son épaule, sa ligne de manche, là, qui est assez connue dans le monde du tailoring, qui est la ligne Cifonelli, avec une épaule assez prononcée, en avant. Je vous la montre, ici, voilà, là on parle de l'épaule, hein. Donc une épaule très prononcée, tournante avec une petite poitrine, avec un travail en forme de la poitrine, et donc cette ligne assez naturelle normalement d'épaule. Et donc en fait voilà, c'était vraiment sa marque et sa ligne, et c'est une chose qu'on a développée, qu'on a retravaillée. Mon père, après nous avec Massimo, puis on a évolué, chaque génération a mis sa patte. Mais c'est vrai que on peut regarder un costume de Cifonelli des années 60. Il n'y aura pas une énorme différence stylistique. Ouais, ça reste, l'épaule c'est la même. L'épaule c'est la même. Alors le revers peut être plus ou moins haut, plus ou moins bas. Bon, les tissus sont plus les mêmes, mais vous voyez, les longueurs de veste plus ou moins longues et tout. Mais il y a, à part mon croisé bas qui a vraiment quelque chose qui n'existait pas, qu'on a fait nous vraiment. Mais en termes d'épaule, en termes de ligne générale, on est toujours très proche, et c'est marrant quand je vois même les photos de mon grand-père, quand je vois les photos des acteurs qu'il habillait à l'époque, des années 60, et tout, Cinecittà et tout ça, et je dis, en fait, on est là, hein, j'ai rien fait, mon coco. Si, tu as développé, mais c'est vrai mais j'ai... la ligne est là, la ligne est là. Et c'est marrant parce que quand on parle... De ça avec ton père, avec ta tante également. C'est vrai qu'Arturo a marqué les esprits et en plus c'était une personnalité assez marquée d'après ce que j'avais cru comprendre, très forte. Hein. Forcément déjà en 1926 pour quitter Rome, s'installer à Paris, avoir une maison à Rome, une maison à Paris, c'était pas aujourd'hui. Hein, je pense qu'il fallait quand même un certain caractère. Et je reviens sur la ligne, et en fait mon père m'a appris très peu de choses dans ce métier. Parce qu'en fait, c'est un métier que tu apprends par toi-même. La seule chose très importante qu'il m'a apprise, c'est les lignes. Il m'a dit, Lorenzo, un vêtement, c'est une ligne. Et un patronage, c'est une ligne. Quand ton patronage n'est pas beau, le vêtement ne sera pas beau. D'accord. Donc en fait, voilà, donc ce travail des lignes et que tu peux créer quand tu fais un patronage, voilà, il m'a vraiment appris ça, inculqué ça, et vraiment je lui dois beaucoup pour ça. Et après, c'est un métier que tu voles et que tu par des yeux, et un métier qui s'apprend doucement, jour à jour. C'est long, hein. C'est long. C'est long, c'est une pierre à chaque jour, et chaque jour tu avances. Parfois tu recules, parce que parfois tu penses avoir avancé, mais t'as fait un pas en arrière. C'est la vie, hein. Il n'y a pas que dans le tailoring. Non, je pense que c'est une loi universelle. Voilà. Mais donc en fait c'est ça. Donc c'est la ligne et le travail. Et c'est vrai que mon grand-père avait cette vision de pouvoir vivre dans son costume et pouvoir et ce qu'il n'aimait pas, c'était de dire je me sens bloqué. Vous voyez, c'était je me sens pas libre. Voilà. Et c'est ça, c'est important, c'est de dire voilà, je dois à un moment donné, je dois oublier mon costume, même s'il est près du corps, même s'il est on sent prêt, même s'il est en manchure et haute, voilà, et je dois pouvoir conduire, travailler, dîner, vous voyez, et ne pas le sentir. Et en fait, oublier. En fait, c'est un peu bizarre parce qu'on fait un costume, il faut l'oublier à la fin. Mais voilà. Alors, pour vous le savez peut-être pas, les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, mais à une époque, Lorenzo a dans une phrase parlé de Cinecittà. Alors Cinecittà, c'était cette époque où le cinéma, même hollywoodien, est venu faire des tournages en Italie, dans Cinecittà, ça veut dire la cité du cinéma, littéralement. Et donc, il y a eu des grands noms d'Hollywood qui sont venus tourner ici. Et donc certains ont été habillés par la maison de Cifonelli. Alors, je sais que vous êtes très discret sur votre clientèle, c'est un peu la marque des grands tailleurs, mais vous avez habillé des grands noms du cinéma. Oui, tous les acteurs américains qui venaient, comme Cifonelli était vraiment un grand tailleur des années 60 à Rome, il y avait tous les acteurs qui venaient, qui passaient 2 mois, 3 mois chez Cinecittà pour les tournages, et on a habillé tout le monde, jusqu'à Harry Grant, à Yul Brynner,
Vraiment tout le monde. C'est vraiment J'aime bien, alors des fois il en dit toujours un ou deux de plus que les autres parce que je sais qu'ils aiment, c'est pas quelque chose, traditionnellement on reste discret. Oui, en fait, c'est vrai qu'on a toujours voulu être discret déjà pour 2 raisons. Oui. C'est que tous nos clients payent leur costume. Oui, bien sûr. Donc, on ne fait pas de costume offert ou gratuit. Bien sûr. Donc, en fait, le client paye. Donc, je ne vois pas pourquoi je ferais la publicité sur ce client alors qu'il a payé son costume. Absolument. Et donc, pour moi, c'est important qu'il paye parce que pour moi, c'est important que le client ait envie d'avoir un costume Chiffonelli. Oui, j'ai compris. Donc, voilà, parce que sinon, voilà, je vais créer quelque chose pour lui. Je vais mettre toute mon âme, toute ma force dans son costume. Donc voilà, il faut vraiment qu'il ait envie. C'est pas voilà, donc c'est important. Je te confirme qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir un costume de chez toi et que c'est quelque chose qui. Est-ce que tu sais, par exemple, j'ai quelque chose. Il y a une petite anecdote autour des stars du cinéma, surtout à cette époque-là, que les gens comprennent peu. Par exemple, quand on regarde, moi j'étais toujours étonné, je me dis, c'est quand même dingue. Quand tu regardes Gary Cooper, Fred Astaire, Cary Grant et tous ces gens-là, Jimmy Stewart, même avant, dans les années 30, tu te dis, mais ces gens-là, ils étaient habillés, mais ça déchirait, quoi. C'était génial, etc. Et aujourd'hui, quand tu regardes des films, certains films, fort heureusement, ça progresse un peu d'ailleurs ces derniers temps, les gens sont mieux habillés, mais enfin, tu regardes des films des années 80, 90, même 2000, c'était pas très... voilà. Et tu sais pourquoi ? La différence est assez facile à expliquer, c'est qu'à cette époque, par exemple, Gary Cooper, Cary Grant et Fred Astaire, c'est les 3 que j'ai étudiés moi le plus en profondeur. Quand ils allaient sur un tournage, ils portaient leurs propres vêtements. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un styliste, comme c'est le cas maintenant dans les équipes de cinéma. Il y a un styliste, qui généralement c'est ce qu'on appelle du product placement, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont un contrat avec une maison X ou Y, et ces gens-là donc portaient leur propre costume, généralement fait en grande mesure, et donc ça fait toute la différence parce que Astaire notamment, je crois, Gary Cooper expliquait qu'il refusait de porter un costume qui n'était pas le sien sur les plateaux de tournage. Donc ceci, alors évidemment, sauf quand c'était un film d'époque où il était en cow-boy, où il était en chevalier. Bon, évidemment, là, il y avait besoin d'un costumier. Alors maintenant, donc, on a parlé de l'histoire. On va revenir un tout petit peu sur le style Chiffonelli. On en a déjà parlé un tout petit peu, mais alors il y a cette légende. Alors, est-ce que c'est une légende que Lagerfeld a dit je peux reconnaître une épaule Chiffonelli à 100 mètres? Il l'a dit. Hein. Oui, il l'a dit. Il l'a écrit même. Dans le New York Times. Dans le New York Times, ouais. J'adore Lorenzo. Oui, il l'a dit dans le New York Times. Bon, le style Chiffonelli, je vais vous l'expliquer moi. C'est un style. Alors, il a expliqué l'épaule tournante, l'embourrage, la ligne du revers, le roulé. Mais pour moi aussi, il y a quelque chose. Je pense que vous avez sans aucune contestation possible l'emmanchure la plus haute, donc la plus petite que j'ai pu... moi, j'ai essayé quelques tailleurs dans ma vie, et c'est vrai que votre emmanchure est extrêmement haute. Et ça me donne l'occasion, la présence de Lorenzo, d'expliquer aux gens qui ne sont pas encore complètement dans ce monde-là, c'est qu'on a une fausse croyance qui nous est venue des États-Unis, que s'habiller un peu large, avec une emmanchure relativement large, ça nous donnait du confort, alors que c'est strictement l'inverse, c'est-à-dire qu'avec une petite emmanchure qui est très haute, vous avez une liberté de mouvement qui est impossible à avoir avec une emmanchure plus basse. Et le costume ou la veste ne bouge pas. Exactement, la veste ne bouge pas. Ouais. Hein. Alors, moi, j'ai des copains qui font des discours et qui lèvent les bras comme ça. Alors là, c'est carrément toute la veste qui se lève avec eux, alors qu'avec une emmanchure. Donc ça, c'est la première chose. Sonia a pour habitude de dire que on reconnaît un costume Chiffonelli, c'est simple, c'est que moi, quand je mets comme tu le sais, j'aime les costumes très ajustés. Mais alors, même plus que de raison, presque, à certains moments. Et j'ai un peu du mal à lasser mes chaussures, mais c'est plutôt une bonne... pour moi, c'est la preuve que j'ai l'emmanchure la plus haute possible et qui se conforme à ma morphologie. Et alors, ça fait rire toujours Sonia, parce que je dis, je peux pas lasser mes chaussures, donc oui, j'ai ma veste Chiffonelli, parce que l'emmanchure est très haute, mais c'est extrêmement confortable. Et moi, quand je suis habillé, regardez cette veste, celle-ci, elle est... Vous l'avez vu plein de fois si vous me suivez sur YouTube, ce que j'adore, c'est le premier 6 en 1, donc ce croisé bas que tu as fait. J'en ai 3 ou 4 comme ça. Et c'est extrêmement confortable. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, je voudrais que tu nous expliques, tu parles souvent de petite poitrine. Alors, les gens ont peut-être beaucoup de gens ont une incompréhension sur ce que tu veux dire, parce qu'ils se disent, est-ce que c'est que le revers est tellement large qu'on voit pas la poitrine? Non, c'est que c'est la distance entre l'épaule et ici qui est plus courte. Exactement, chez Chiffonelli en Cooker, oui. Ouais. Et ce qui permet en fait de pouvoir bouger, parce que plus la
la poitrine est large, plus ça bloque au niveau de la manche Ouais. et du bras. Ouais. Et voilà, et donc en fait, ça permet de rentrer et de pouvoir avoir plus de liberté sans que ça bouge. Sans que le costume bouge. Exactement. Etc. Alors Ok. là, c'est notre coupe et c'est ce qu'on essaie de donner. Alors, on a 2 questions de lecteurs. Alors, excuse-moi, c'est des questions un peu personnelles, mais alors, il y a une question qui concerne Massimo. Qu'est-ce que Massimo aime en dehors de l'art tailleur? Je sais qu'il aime les voitures. Oui, il aime beaucoup les voitures et la conduite sportive. La conduite sportive. Ouais. Il est allé jusqu'en Formule 3. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez peut-être pas, mais Massimo Cifonelli alors, Formule 3, c'est déjà un très haut niveau, non? Assez haut. Ouais. Enfin, c'est la dernière étape avant la Formule 1, quasiment. Il y a Formule 3000, je crois, juste après. Oui, après, c'est juste. Ouais. Mais en fait, c'est un sport qui demande beaucoup d'argent, beaucoup Ouais, de sponsors, ouais. mais il était doué et il est rapide. Ouais. Il est rapide. Et il conduit toujours il aime bien les voitures Il aime bien sportives. les Ouais. voitures. Il avait fait du karting dans sa jeunesse. Tout ça, D'accord. donc c'était sa passion. Sa passion D'accord. en dehors du travail. En dehors bien du sûr. travail du tailoring, ok. Et là, on a une question également pour toi qui nous dit, quelqu'un demande quel genre de chaussures Lorenzo Cifonelli porte et est-ce qu'il a des bottiers ou des chaussures préférées? Alors, on n'est pas là pour faire de la pub pour quelqu'un, mais juste ton goût personnel. Alors, j'ai beaucoup de paires de chaussures. Et c'est assez marrant. Oui. Tu portes beaucoup de mocassins, je sais. Oui, beaucoup de loafers, oui. Ouais. Et j'ai beaucoup de bottiers que j'aime beaucoup, en fait. Alors, c'est difficile d'en citer un parce que... Tu peux en citer, vas-y, Oui, on est libre ici, pas de problème. Non, mais alors, j'aime beaucoup Dimitri Gomez, Oui. qui est à Paris, Oui. et j'aime beaucoup le personnage, qui Oui. est... Dimitri, qui a un chapitre dans mon livre, Parisien Gentleman. Ouais. Qui est donc, Dimitri, c'est la toute petite échoppe qui est collée au magasin Crockett & Jones, dans le 8e, à Madeleine. J'aime beaucoup Gianluca aussi, Boccaccio Salvucci. à Rome. À Rome. J'aime beaucoup. En fait, ce sont les hommes que j'aime beaucoup et les personnages. C'est important pour moi aussi. Ouais. Voilà. Ouais. J'aime beaucoup Pierre de chez Cortez. Ouais. J'aime beaucoup les gens de chez John Love. J'aime beaucoup les gens de Cleverly. Donc en fait, voilà, j'ai la chance de pouvoir voyager, voir les différentes chaussures et selon mon goût, voilà, dans chaque maison. J'arrive à trouver ce que j'aime ou je crée avec les personnes aussi ce que j'aime aussi. Voilà, j'aime. Voilà. Mm-hmm. Et donc, voilà, donc j'arrive à me chausser. Et c'est vrai que c'est une de mes passions. J'aurais bien aimé faire aussi. Je crois que c'est encore plus difficile que tailleur. C'est pas plus. Je sais pas lequel est le plus difficile. Parce que c'est dur. Parce que le tailleur, si le costume va pas trop, on peut encore le défaire et l'arranger. Un soulier, c'est dur. Soulier, quand il commence à pas aller. C'est dur parce que je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, physiquement, c'est dur. Et physiquement, et après, je pense que un bon costume sur mesure d'une grande maison avec un bon coupeur, on voit vraiment la différence et on voit vraiment qu'il se passe quelque chose avec une ligne. Alors, je ne vais pas citer des maisons, mais voilà. Un bottier, c'est vraiment dans le détail. C'est un objet de connaisseur. Vous voyez. Donc en fait, 95% ou 98% des gens ne vont pas savoir qu'on porte une paire de chaussures sur mesure parce que ça ne se voit pas. Il n'y a pas une énorme différence, sauf pour les connaisseurs. Ouais, alors c'est vrai. Alors que le costume, c'est vrai. Ça fait une différence. À part vraiment quelqu'un qui s'y connaît rien, on voit qu'il y a une vraie. On ne sait pas dire pourquoi, mais on voit qu'il se passe quelque chose. Donc c'est compliqué le bottier pour moi. C'est compliqué et en même temps, mais il y a un marché de connaisseurs. Alors évidemment, il y a un marché de connaisseurs. Alors c'est bizarrement, ce que tu dis est très vrai. C'est-à-dire que j'allais dire les gamins, excusez-moi. Enfin bon, Lorenzo vient de passer la cinquantaine. Moi, ça fait quelques années de plus, pas trop. Pas tant que ça, mais quelques années de plus. Mais tous les jeunes qui nous suivent ont tous c'est vrai que leur première impulsion, c'est d'abord de se faire un costume en grande mesure, parce que c'est leur rêve, et puis parce que ça se voit tout de suite. Mais la chaussure arrive un tout petit peu derrière. Moi, je peux en témoigner. C'est vrai que, surtout qu'il y a maintenant des façons de faire des souliers de manière... Parce que le soulier, c'est très particulier. Ce qu'on appelle bench-made, c'est des gens qui vont utiliser une machine, Goodyear ou Blake, mais qui travaillent quand même au tabouret. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gestes manuels, alors que, la chaussure pure en bespoke, en soulier,
c'est presque un truc de militant parce que c'est un truc qui est complètement délirant. Enfin, je veux dire, c'est 80 heures, c'est un chausson d'essayage, et puis c'est du sang, de la sueur et des larmes physiquement. Et aussi pour le client, parce que ce que les clients eux pensent que souvent qu'ils sont très à l'aise dans une chaussure sur mesure, et souvent c'est pas toujours le cas. C'est rarement le cas. C'est rarement le cas parce qu'il faut les faire. Il faut les former. Donc moi, voilà. Donc moi, je suis passionné. Donc voilà. moi, ça j'adore très bien. aussi. J'adore aussi. Moi, j'aime beaucoup. Il faudra que je te le fasse rencontrer. Je sais pas si tu le connais, Stéphane Gimez. Si. Il a une énorme réputation à Bordeaux. Et en fait, je vais que très peu à Bordeaux, mais il a une énorme réputation, et c'est j'aimerais le rencontrer pour on va essayer de faire une rencontre parce que pour moi, c'est vraiment. Alors, par contre, c'est un jusqu'au boutiste. C'est le mec, c'est un peu. Tu vois, on va pas parler de ça, on va pas aller trop loin, mais enfin, tu vois la personnalité de Dimitri Gomez, un petit peu. Tu vois, un peu renfrogné comme ça. C'est pas un mec qui est là pour te séduire, en gros. En gros, il faut, c'est des gens un peu bruts de décoffrage comme ça. Ce qui est assez vrai aussi pour le frère de Pierre Cortet, Christophe Cortet, qui s'est réinstallé, qui fait des souliers complètement dingues. Ouais, mais il est dingue. Ouais, mais il y a rien à dire. Enfin, je veux dire, ce qu'il fait, c'est hors du commun. Mais c'est un artiste. C'est un artiste. Ouais. On frôle l'art. Là, on est vraiment sur des choses qui sont à la limite du portable. Mais moi, j'ai eu des souliers incroyables. Tu sais que c'est le seul qui fait des souliers miniature. C'est-à-dire que quand tu achètes ta paire, il te fait un des souliers en miniature pour que tu puisses le mettre sur ta cheminée. Je trouve ça génial. J'aime bien ces gestes-là. Donc moi aussi, je suis passionné d'art boîtier, comme tu le sais. J'ai même écrit un bouquin, mon dernier bouquin est sur ce sujet-là. Donc voilà. Voilà donc la réponse de Lorenzo. Et ce que j'aime bien dans sa réponse, c'est toute cette notion aussi de relation personnelle. Et j'aimerais qu'on termine là-dessus. Mais avant, je voudrais qu'on parle un peu du futur. Comment tu vois ton métier? Parce que tu disais, il y a 30 ans, mon métier, je le voyais pas trop, on savait pas trop si... Et puis même, la réputation, quand on disait je suis tailleur il y a 30 ans, ouais, bon, ok, t'es tailleur. Maintenant, il y a un prestige presque revenu, peut-être grâce au travail de gens comme nous et d'autres dans le monde entier, à cette communauté. Il y a une vraie communauté de gens qui s'intéressent à ça. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient apprendre ce métier. Est-ce que selon toi, le marché est suffisant pour vraiment avoir un deuxième souffle pour ce métier? Comment tu vois le futur? Comment tu vois tout ça va se développer? Et est-ce que tu vois les jeunes arriver sur ce marché aussi bien du côté des clients que du côté des gens qui ont envie d'apprendre ce métier? Alors, il y a 30 ans, il n'y avait pas d'apprentis ou très peu d'apprentis qui voulaient faire ce métier. Vraiment, c'était très compliqué d'en trouver, ou c'était vraiment des gens qui avaient... un parcours un peu compliqué ou difficile. D'ailleurs, Cortet disait qu'ils avaient raté leurs études, même carrément. Pierre disait, les apprentis bottiers à son époque, quand ils démarraient, c'est les gens qui avaient pas réussi leur bac ou je ne sais pas, et qui voulaient faire un métier manuel, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai pas une journée sans un appel de quelqu'un qui veut faire ce métier, qui est apprenti, qui est dans une école, qui veut apprendre, qui adore ce métier, qui veut faire ça même gratuitement, qui veut pas être payé, mais c'est vraiment, il y a une énorme différence. Ouais. Donc c'est vraiment pour moi important. Après, ce qui est pas évident, c'est un marché difficile. Parfois, les gens n'ont pas aussi la conscience de la difficulté de la tâche qui peut être devant eux, parce c'est un métier difficile à apprendre, à savoir. Après, il faut aussi trouver des clients. Les clients existent, mais il faut aller vers eux. Les clients sont exigeants. Donc, moi, je suis pas trop inquiet sur l'avenir, parce que il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de jeunes. Mais il faut un peu peut-être mettre ça en ordre et pour voir comment tout le monde pourra s'en sortir. Je trouve qu'on manque d'écoles. Par exemple, en France, il y avait une petite académie tailleur. Je pense que d'un point de vue... Alors, évidemment, il y a des écoles privées ici et là qui se montent. Gaetano Alosio a fait l'expérience. Caraccioli l'avait fait. Liverano, on en parlera d'ailleurs rapidement, est en train de monter une école à Florence. Mais ce sont des écoles privées. Et je trouve que c'est dommage. Il n'y a pas une académie de coupe en France. Il n'y a pas... d'après les informations que j'ai, c'est la même chose pour les métiers de la botterie. Ça n'a pas encore retrouvé ses lettres de noblesse au niveau de l'éducation, au niveau des filières d'éducation. Oui, c'est vrai, mais c'est compliqué ce métier parce que peut-être je connais moins le côté bottier, mais vraiment, nous, c'est un métier qui s'apprend sur le tard en travaillant. Ce qui est coupeur, ce que je fais, vraiment
il n'y a pas d'école pour moi. Vraiment, l'école, c'est le client, en fait. Oui. C'est lui qui sert Donc, la seule filière, ce serait pour les gens d'avoir, mais toi, tu peux pas prendre 50 ans apprenti, c'est pas possible. Non, mais c'est de monter doucement, commencer par être ouvrier, puis après, doucement, commencer à faire son premier client, son deuxième client. Avoir des bases de coupe, mais une base de coupe, c'est rapide, en 6 mois, tu as les bases, mais c'est pas ça. Après, il faut des années. Et c'est vrai que c'est ça qui fait vraiment la différence. Hein. Vraiment, c'est l'œil de l'essayage. Pour moi, la différence entre tous les tailleurs, c'est l'essayage. C'est vraiment la personne à l'essayage qui fait la différence. Et c'est la problématique qu'ont les maisons d'ailleurs, parce que quand un coupeur s'en va, d'une grande maison, on met à la place. Je veux dire que ça peut s'appeler Chiffonelli, ça peut s'appeler Anderson & Shepard, ça peut s'appeler Caracini, ça peut s'appeler Liverano. Si la personne s'en va, tout s'en va. Et donc, c'est difficile de transmettre. Et il y a beaucoup de maisons que tu connais les noms qui se sont éteints parce que, ont eu un niveau un peu moins élevé parce que la personne qui était la phare a dû partir et on a mis quelqu'un à la place et il a une autre vision et c'est très personnel le tailleur. Donc ça, c'est la problématique pour Chiffonelli aussi parce que moi j'ai 51 ans, je ne sais pas ce que sera Chiffonelli dans... peut-être encore dans 10 ans je serai encore là, mais encore 15 ans, mais après voilà, c'est pas pour ça que... Ceci dit, vous mesurez la chance que vous avez eue puisque donc c'est Tommaso le premier, comment il s'appelait le fondateur de Chiffonelli, Giuseppe. Pourquoi je dis Tommaso ? C'est parce que je pensais à Caraceni, c'est pour ça. Giuseppe Chiffonelli, donc Arturo Chiffonelli, 2e génération. Adriano, ton père, donc 3e génération. Lorenzo Massimo, 4e génération. Il y a des garçons après qui viennent. Toi, tu as des filles. Hein ? Moi, j'ai 2 filles. Mon cousin et un garçon. Un garçon. Mais on verra ce qui arrive. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il faut trouver. Alors, moi, on a... un jeune qui est avec nous, là, qui est là depuis déjà au moins 3-4 ans que je connais. Jean-Paul, voilà, qui est doué, qui est très bien. Et voilà, je ne sais pas ce que l'avenir sera, mais voilà, c'est quelqu'un, là, il faut vraiment quelqu'un prendre sous son aile, les amener à l'essayage, qu'ils connaissent les clients. C'est un investissement de temps considérable. Voilà, parce que sinon, ça ne marchera pas, mais soit pour nous ou pour les autres. Hein, et ça, à un moment donné, il faut que le tailleur pense à la transmission, parce que sinon, il ne faut pas qu'il pense à lui et à sa retraite et aller jouer au golf et fermer sa maison. Non. De toute façon, toi, tu n'auras pas le choix, Lorenzo, parce que le nom Chiffonelli est maintenant rentré un peu dans l'inconscient collectif. Et c'est marrant parce que ce nom, il est rentré dans l'inconscient collectif et pas uniquement des gens qui s'intéressent à l'art tailleur. C'est-à-dire, ce nom est devenu, et pour nous, il est synonyme vraiment de cette excellence à la française. Et c'est des choses qu'on doit... Aujourd'hui, on est dans une période post-Covid, c'est presque une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous. Et je pense que plus que jamais, on doit parler, défendre, parce que parfois, les gens me disent, on peut en parler franchement, toi et moi. Quand je reçois des messages en me disant, Chiffonelli, vous vous rendez compte, les tarifs, c'est pas pour tout le monde, etc. Je dirais, oui, bien entendu, c'est pas pour tout le monde. Mais moi, je connais un des jeunes gens, et tu les as, comme clients qui économisent pendant des années parce qu'ils veulent avoir ça, parce que pour eux, c'est au-delà d'un vêtement. C'est presque c'est presque un geste militant et surtout ils veulent avoir ce qu'il se fait de mieux et c'est quand même plus facile de s'acheter un costume Chiffonelli 1 ou 2 fois dans sa vie que d'avoir une Bugatti ou une Rolls-Royce. Là, ça demande d'autres moyens. Mais pourtant, ils ont une part durable. Mais deuxièmement, surtout, c'est que le fait de protéger des gens comme vous et d'en faire la promotion, toi, tu n'as pas besoin de faire la promotion, vous êtes débordé de travail, mais le fait de vraiment continuer à promouvoir ce métier-là, c'est fondamental parce que on ne promeut pas simplement une maison ou un style, mais on promeut un corps de métier. Exactement. Voilà, qui, sans ça, va disparaître. Et même s'il y a des gens, il faut absolument qu'on crée des vocations, mais il faut que d'un autre côté, les tailleurs acceptent de prendre et de former des gens, et ça prend du temps. Et moi, je connais des grands tailleurs italiens, dont certains qu'on adore, et toi et moi, qui font pas cet effort-là, et on se demande bien dans quelques années ce que ça va devenir. C'est ce que je disais, il faut savoir à un moment donné
penser à la transmission et ces grands tailleurs que j'aime beaucoup aussi, italiens ou anglais. On va pas citer de nom, mais on voit de qui on parle. Et ils pensent, il y a eux, et puis quand la maison ferme, quand ils s'arrêtent, la maison s'arrête, quoi. Ouais. Et puis c'est dommage, parce que c'est quelque chose qui meurt, quoi. Ouais, c'est dommage. Et je me souviens de certains noms, d'ailleurs, dans mon livre, pas celui-ci, mais dans celui-là, de Italian Gentleman, il y a des noms qui ont disparu. Et certains tailleurs napolitains, notamment, et milanais, me disaient, mais ce mec-là, Roberto Combattante, plus personne ne se souvient de ce mec-là. Il paraît que c'était un mec absolu. Il y a des génies qui ont complètement disparu, alors évidemment parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas transmis cet héritage. Merci Lorenzo de ta visite. Merci. C'est toujours un plaisir immense de t'avoir parmi nous. C'est toujours, c'est vraiment un moment de joie pour nous parce que tu représentes, malgré ton humilité légendaire, quelque chose qui est important pour nous, c'est-à-dire que c'est l'incarnation du fait qu'aujourd'hui, il y a de l'avenir pour le fait main. Moi, je crois à un futur fait à la main. Je crois à l'artisanat comme refuge réel dans ce monde mécanique, dans ce monde éphémère, dans ce monde qui devient de plus en plus vulgaire. Je crois au fait que des artisans comme toi, comme des maîtres bottiers, tous les gens qu'on aime et qu'on connaît autour de nous, non seulement ils habillent les gens qui aiment s'habiller et aiment être élégants, mais en plus ils participent à ce combat un peu presque d'arrière-guerre, enfin à ce combat un peu discret contre l'affadissement général de ce monde. Tout devient fade dans ce monde, tout devient un petit peu égal. Il y a une espèce de médiocrité ambiante et je trouve que des gens comme toi et les autres dont on a parlé aujourd'hui sont vraiment des gens qui participent à la beauté de ce monde. Donc, merci de nous avoir reçus et Hugo, tu es vraiment une personne que je respecte beaucoup pour tout ton travail depuis tant d'années, tes beaux bouquins. Tout ce que tu as pu faire pour nous et nous aider, et vraiment, et si on en est là, c'est grâce à toi en tout cas. Ouais, merci. En partie grâce à moi. Merci Lorenzo. Merci Lorenzo. À bientôt mes amis. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales. Et portez-vous bien, prenez soin de vos proches, faites attention, prenez soin de vous et à très très vite. Au revoir. Au revoir.